à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes TNT en région. Tout de suite, voici les titres de l'actualité de ce journal. Irons-nous vers plus de décentralisation ? Dans ce journal, nous nous rendrons à la convention annuelle des maires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des maires qui aimeraient voir élargir leur champ d'action et leur domaine de compétences, vous verrez dans ce reportage dans un instant. Et puis une page gastronomie dans ce journal, des plats 100% aveyronnais, savourés dans un décor 100% parisien. C'est la deuxième édition d'Aveyron en scène, une soirée à laquelle nos caméras ont été conviées ainsi que nos papilles. Et puis une étonnante amitié dans ce journal, on vous racontera l'histoire plutôt surprenante de Xavier qui s'est pris d'amitié pour un pigeon. Depuis 2 ans, il ne se quitte plus, comme ont pu le constater nos confrères de TBO en Bretagne. La Martinique figurera-t-elle au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Des experts sont arrivés là-bas pour une visite d'1 semaine. Le but de ce séjour, étudier la candidature du Montpellier et des pitons de Carbet que vous verrez dans ce journal. Nous débutons ce journal en partant pour la Loire. Le 25 octobre dernier, Emmanuel Macron était en déplacement à Saint-Étienne et s'est rendu chez Silean, une entreprise de robotique. L'occasion pour le président de la République de revenir sur son plan France 2030, un plan de financement massif en direction des nouvelles technologies. Écoutez-le au micro d'Alice Canivet, d'Adrien Blétry et d'Anthony Verpillon pour TL7, la chaîne de la Loire. Et donc dans France 2030, on va mettre 800 millions d'euros sur le secteur d'activité qui est le vôtre. 400 millions d'euros pour aider la production. Donc exactement votre segment. Et donc aider les acteurs de la production de machines intelligentes, de robots avec du logiciel, de l'intelligence artificielle embarquée, pour essayer d'aller faire encore plus, encore mieux, gagner en innovation, gagner en inventivité. Dans les prochains jours, il y aura le premier justement appel qui sera lancé. Je vous le disais en titre de ce journal, le 22 octobre dernier s'est tenue à Marseille la 3e convention annuelle des maires du Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'occasion pour Renaud Muselier, le président de la région, de souligner l'importance du rôle des maires pour le territoire. Écoutez-le. L'idée est assez simple, c'est d'avoir des relations apaisées, efficaces avec les communes, qui sont le nerf, le vie, la respiration de nos départements. Évidemment, la question de la décentralisation était sur toutes les lèvres. Bruno Alberti a tendu son micro au maire d'Antibes et à la maire du 13e et 14e arrondissement de Marseille, qui réclament, vous allez le voir, plus de compétences. Et dans la crise sanitaire, on a bien vu qu'on a été seuls et que face à une population qui s'adressait directement aux maires, les maires ont pris des initiatives. Donc il y a eu à la fois ce désarroi habituel du maire qui se tourne vers l'État et qui n'a pas de réponse face à une situation de crise, et puis la capacité des maires de répondre à ses concitoyens en période de crise. Je pense qu'il est important que l'on puisse parler de décentralisation. Un maire de secteur à Marseille n'a quasiment pas de compétences. Et c'est assez compliqué pour pouvoir agir au quotidien, puisque les habitants viennent nous voir pour nous parler de leurs problèmes et nous ne pouvons pas agir. Et puis un autre sujet au cœur des préoccupations des maires et des territoires, celui des logements. Manifestement, cela pose quelques problèmes à Roger Roux, le maire de Beaulieu-sur-Mer. Écoutez-le. Je suis la plus petite commune en superficie. Pour autant, il me manque, au titre de la loi SRU, pratiquement 300 logements. Et les 300 logements, je ne pourrai jamais les réaliser. Et pour autant, il n'y a aucune disposition qui me permette de déroger à cette règle. Cette année, ça a été près de 380 000 euros de pénalité. Voilà, et puis cette convention a attiré également de nombreux acteurs économiques de la région, à l'image de Joseph Arakel, ce chef d'entreprise marseillais. Écoutons-le. Je fais le parallèle avec le chef d'entreprise, le travail qui est fourni au quotidien par toutes ces personnes, mais qui n'ont pas les tenants et les aboutissants. Dans une entreprise, on peut décider. Les gens sont contraints par des lois, par des rapports de situation, de force. Ils n'ont pas la maîtrise, leurs pouvoirs sont réellement limités. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait effectivement un peu plus de décentralisation. Et tout ce qui est la relation de proximité soit donnée aux élus locaux qui connaissent mieux leur terrain et les populations. Tout à fait autre chose dans l'actualité, la colère gronde au Mans. La semaine dernière, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer, disent-ils, l'implantation anarchique d'éoliennes dans les campagnes sartoises. Hélène Galliana de LMTV Sarthe les a rencontrés, regardez.
Journée d'action ce samedi au Mans pour dénoncer les projets éoliens dans le territoire. Environ 250 personnes se sont mobilisées à l'appel de plusieurs associations locales anti-éoliennes. Et parmi les manifestants, beaucoup d'élus aussi venus apporter leur soutien. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'aucune installation ne soit faite sans concertation avec le maire et la population. On ne peut pas détruire nos paysages. Quand vous avez la forêt de Sillé de Guillaume qui est magnifique et qu'on va mettre à contresens du vent des éoliennes, c'est une aberration. Pour les édiles, ces constructions qui ont lieu parfois sans leur concertation préalable impactent leur commune. Il y a une dévaluation immobilière des maisons. Moi, sur ma commune, il y avait des maisons qui étaient à vendre. Il y a des gens qui avaient commencé à signer un compromis de vente. Ils sont revenus en arrière quand ils ont appris qu'il y avait des projets éoliens. Donc voilà. Une délégation a été reçue pendant plus de 2 heures en préfecture, portée par le soutien affiché du président du conseil départemental de la Sarthe. Les opposants demandent un moratoire pour réguler les parcs. Nous, ce qu'on demande dans ce cas-là, c'est qu'il y ait un moratoire de manière à ce qu'on se pose et qu'on arrive à définir déjà, dans un premier temps, des critères objectifs pour dire qu'à tel endroit, on ne peut pas installer d'éoliennes. Par exemple, il y a plusieurs projets où il y a des PLUI, c'est-à-dire des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui définissent des zones où il ne peut pas y avoir d'ICPE. Il y a une pression qui est faite sur les communes pour qu'il y ait une modification du PLUI. Ils ont demandé la mise en place de zones de non-éolien en Sarthe. Pour l'instant, aucune réponse ne leur a été donnée. Sans transition, dans ce journal, je vous propose d'écouter maintenant le témoignage bouleversant d'une victime, Marie, une victime de Florian Varin, jugée coupable de 6 viols et d'une tentative de meurtre, tout juste condamnée à 28 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn-et-Garonne. En attendant les délibérations, la jeune femme s'est confiée à Agnès Grimaldi, nos confrères sur place de La Dépêche. Écoutez. Ce qui est le plus difficile, c'est qu'on nous fasse revenir parce qu'il a changé, parce qu'il va s'expliquer, et puis d'être confronté à un silence spectaculaire. Voilà, ça c'est difficile, mais après c'est rien par rapport au fait d'être à 2,50 m de lui. Il nous fait peur, hein. Enfin, faut le reconnaître, je le reconnais encore. Et ce sera toujours le cas. On a été face à quelqu'un qui a baissé les yeux tout du long. Alors effectivement, c'est vrai qu'aux 2 premiers procès, il nous regardait, mais avec tellement d'animosité, de défiance, d'arrogance, voilà, avec des sourires narquois. Alors, effectivement, on est loin de ça. Aujourd'hui, on baisse les yeux parce que c'est peut-être plus facile, parce qu'un regard, ça se cache pas derrière des artifices. Alors voilà. Mais non, on n'a pas de réponse. Voilà, c'est un silence abyssal. Voilà, nous pouvons tous nous trouver en situation d'avoir à appeler les urgences. Sauve Life, connaissez-vous cette application créée par un médecin urgentiste, Lionel Lameau, dont le but est de pouvoir alerter les utilisateurs les plus proches lorsqu'une personne est touchée par un arrêt cardiaque et apporter les gestes de premier secours. Eh bien, cette application dont se sert le SAMU est enfin en service dans la Somme. Regardez cet exemple dans ce reportage de Jérôme Houbron de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Une application smartphone pour sauver des vies. Avec Sauve Life, le SAMU d'Amiens peut désormais alerter les personnes à proximité d'un accident cardiaque. Si je clique, toutes les personnes qui ont l'application Sauve Life aux alentours vont recevoir l'alerte. En quelques minutes à peine, aidés par la géolocalisation, les détenteurs de l'application peuvent prendre possession du défibrillateur le plus proche et se déplacer sur le lieu de l'accident. Sur place, les bénévoles peuvent pratiquer le massage cardiaque épaulé à distance par les équipes du SAMU. De précieuses secondes gagnées avant l'arrivée des secours. L'application est opérationnelle depuis 3 semaines et on a déjà eu 3 situations où des sauveteurs sont intervenus. On ne peut pas être partout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 2 minutes de tout le monde. Ça, on comprend parfaitement. Donc ça veut dire que la possibilité qu'offre Sauve Life, c'est d'accéder à cette proximité de moins de 5 minutes, de trouver quelqu'un tout de suite. Chaque année en France, près de 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardio-respiratoire. Des personnes qu'un massage cardiaque aurait peut-être sauvées, mais voilà, beaucoup considèrent encore ce geste trop technique et n'osent pas agir. Souvent on a la peur de mal faire. Ce qu'il faut bien comprendre que dans un arrêt cardiaque, le mal faire c'est ne rien faire. Il faut agir. Quoi que vous fassiez, ça sera mieux pour la survie des gens. 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours vont mettre en moyenne 14 minutes à arriver. Vous comprenez bien qu'il faut donc agir.
En France, Sauve Life compte déjà 530 000 utilisateurs. Selon l'association, l'application aurait déjà permis à ses citoyens sauveteurs de faire repartir plus de 300 cœurs. Sans transition dans ce JT maintenant, quand les Aveyronnais se mettent à table, vous allez voir, c'est du sérieux. L'Aveyron s'est offert, comme je vous le disais dans les titres de ce journal, une opération séduction à Paris cette année. C'est la 2e édition d'Aveyron en scène qui a mis les petits plats dans les grands, au pied de la Tour Eiffel s'il vous plaît, et sur une péniche. Au programme, un menu gastronomique réalisé par 6 chefs aveyronnais, une occasion de mettre en avant la qualité de vie et l'authenticité d'un département qui gagne à être connu de ce côté-là. Regardez. Le meilleur de l'Aveyron sur une péniche, c'est le concept original d'Aveyron en scène. Une soirée événement qui rassemble les Aveyronnais de Paris et d'ailleurs autour d'un repas gastronomique. Et dans les assiettes des 400 convives invités, un menu 100% aveyronnais. Les lentilles de chez nous, le foie gras, proposer le veau de l'Aveyron, les escargots, proposer la volaille de chez Quintard. Voilà, c'est les fromages du pays et les pommes aussi, les fruits. Même le pain vient de l'Aveyron. Sur le pont, c'est un burger Made in Aveyron que l'on prépare avec cet étrange entonnoir, le flambadou. On le chauffe très très fort et dedans on y insère du lard de cochon noir qui a 3 ans, qui font, regardez, ça fond comme du beurre presque, et ça arrose de la viande et ça donne un goût de lard fumé. Voilà. Aux commandes de l'événement, Serge Gélis de Centre Presse, le quotidien de l'Aveyron, pour qui cette croisière sur la Seine est devenue un lieu de rencontre et d'échange incontournable de tous les Aveyronnais. Il y a 3 ans, les Aveyronnais de Paris, la Fédération nationale, nous ont sollicité pour recréer du lien économique et solidaire entre la capitale où il y a beaucoup d'Aveyronnais et le pays. Du coup, nous avons créé un hebdomadaire qui s'appelle l'Aveyronais, qui fait briller les femmes et les hommes de l'Aveyron, qu'ils soient à Paris ou partout dans le monde. Et ensuite, on a voulu créer un événementiel qui réunit beaucoup de décideurs économiques, beaucoup d'entrepreneurs et de Paris, d'origine aveyronnaise et de l'Aveyron. L'occasion également de présenter dans la capitale un département qui a le vent en poupe, après presque 1 an et demi de crise sanitaire. Un territoire comme le nôtre, il a aujourd'hui un regain presque mécanique, automatique d'attractivité, parce que d'autres Français regardent ce cadre de vie, cette qualité de vie avec envie. Mais ça ne suffit pas et nous on veut ne pas se satisfaire de ça, avoir autour de nous tous ces décideurs, tous ces acteurs aveyronnais, qu'ils vivent en Aveyron ou qu'ils vivent par moment ici à Paris, et ben c'est un très grand réconfort parce qu'eux ont les moyens de nous aider à aller au bout de nos ambitions. Après 2 heures de croisière, les Aveyronnais ont déjà pris date pour la 3e édition, toujours en péniche et toujours sur la Seine. Voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas tenter des expériences à tous les âges et qui a dit que la colocation, par exemple, n'était faite que pour les étudiants. En réalité, la colocation senior fait de plus en plus d'émules et apparaît comme une bonne alternative à la maison de retraite ou à l'EHPAD. Alors comment cela se passe-t-il entre colocs du 3e âge? C'est ce qu'a voulu savoir Manon Toiti de 8 Mont-Blanc en se rendant dans la commune de Le Lillot en Haute-Savoie. Regardez. Depuis l'ouverture en juillet de cette année, ils sont 7 à vivre ici. Ils se retrouvent, font des activités ensemble et partagent même leurs repas, mais uniquement s'ils le souhaitent. L'objectif est de conserver une autonomie et une liberté totale. Chaque résident a son petit studio avec une kitchenette. Il garde donc le contrôle sur sa vie privée. Il faut qu'ils soient acteurs de leur vie, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils fassent en fonction de leurs capacités et puis qu'ils retrouvent un lien social. Aujourd'hui, c'est Mathieu, un des animateurs, qui leur propose une initiation à la gymnastique douce. Haltères, ballons et vêtements de sport sont de sortie. Il vit dans la résidence avec les seniors et partage son quotidien avec eux. Il prend en charge le ménage, le jardin et différentes activités avec sa compagne Margot. Si on a l'envie, on peut se retrouver aussi bien sur des temps d'animation que sur des temps informels, des temps vraiment entre nous, mais où on arrive à respecter la vie, enfin la vie de chacun et voilà, on ne force jamais personne à venir sur les animations. Parmi les plus téméraires au sport ce matin, Norbert, âgé de 85 ans, est l'un des premiers à être arrivé dans la structure. Originaire des Yvelines et veuf depuis 2 ans, il ne se voyait plus vivre dans une grande maison tout seul. Il s'est alors approché de son fils cadet qui vit à quelques kilomètres de la résidence. Eh bien ici, je me sens tout à fait décontracté, libéré de toutes les gestions immobilières de mon pavillon, dans un milieu où j'étais entouré de familles très gentilles, mais très jeunes avec des enfants. Et j'étais le seul de mon âge
un petit peu gêné d'être dans cet environnement. D'autres raisons ont poussé certains à se rendre au Vallon des Voix. Bernadette a vécu à Abondance et n'imaginait pas quitter sa région et ses habitudes. Elle souhaitait juste retrouver une nouvelle famille auprès de ses colocataires. C'est vraiment comme chez nous, un parc et du monde, on peut parler, on a plein d'activités. Le soir, on va manger la soupe ensemble, parce qu'on se disait tout seul à manger sa soupe. Alors c'est bien, on se retrouve. La structure peut accueillir jusqu'à 24 personnes. Le coût total par résident est de 53 € par jour, mais chacun peut bénéficier d'aides de l'État selon ses revenus. Voilà, direction maintenant Goménec, dans ce journal dans les Côtes-d'Armor, à la rencontre d'un autre retraité et d'un bien beau sujet. Xavier, lui aussi, a un colocataire, vous allez le voir, mais un colocataire à plumes. Blanchon, c'est son nom, est un pigeon qui partage son quotidien depuis 2 ans avec lui. Il raconte leur étonnante amitié à Irvin-Blonze pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Blanchon, tu viens? Allez, viens, on va travailler. Xavier Bouget s'adresse à un compagnon d'atelier très particulier. Blanchon, une femelle pigeon de 2 ans, est devenu l'oiseau de compagnie pour ce retraité. Il prend part à ma vie, il prend part à mes occupations, à tout ce que l'on peut faire dans une journée, et puis c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Tu viens, Blanchon? Viens. Tous les deux sont inséparables et vont même jusqu'à partager la monture pour des balades en vélo. L'histoire d'amour commence il y a 2 ans, quand Xavier trouve sur le bord de la route cet oiseau affaibli. Il était tout déplumé dans les allées de boules, et puis il allait être la proie des chats. Je l'ai ramené avec moi dans ma poche, et je l'ai mis dans mon atelier un petit peu plus loin là-bas. Au bout de 3 semaines à moi, il a commencé à se faire ses ailes. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'ouvrir les portes de mon atelier. Si tu veux partir, tu pars. Si tu es bien avec moi, tu restes. Et depuis, il est là. Une relation étonnante, mais aussi exclusive. Difficile pour Marie-Françoise, qui est pourtant la femme de Xavier, d'approcher l'oiseau sans prendre un coup de bec. Et maintenant, je suis en seconde position, n'est-ce pas? Parce que tout est sur Blanchon. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire attention. Alors avant, on partait se promener tous les dimanches quelque part. Maintenant, si on ne réussit pas à la rentrée, elle écoute. Et il faut partir vite et rentrer vite. La pigeonne est devenue le centre des attentions et son histoire s'est écrite à travers le monde, dans plus de 180 pays. Ce petit pigeon s'est trouvé sur mon passage un jour. Je l'ai ramassé parce que j'aime les animaux. Et le reste, c'est fait tout seul. Blanchon et Xavier continueront de vivre leur relation exceptionnelle, sans jamais tenter, l'un comme l'autre, de s'apprivoiser. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, la montagne pelée et les pitons de Carbet en Martinique pourraient bientôt être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avant de rendre leur verdict en juillet prochain, les experts de l'organisation sont allés sur place se rendre compte de la splendeur et des merveilles de la région. Diana François, Eudoxie et Loïc Régis de ATV Martinique étaient évidemment du voyage. Regardez. Embarquement immédiat pour une découverte des trésors du Nord. L'exploration côtière offre une vue imprenable sur la montagne pelée et les pitons du Carbet. La mission est menée par des agents du Parc naturel régional de la Martinique, accompagnés de 2 experts en volcanologie et biosphère. Objectif, juger les atouts géologiques de notre territoire. La montagne pelée, c'est un volcan qui représente un cas unique et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une valeur universelle. C'est le cas pour les projets qu'on dépose dans le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut une valeur universelle. Et alors cette montagne pelée a une valeur universelle tout simplement à cause de l'éruption de 1902. Parce qu'elle a produit des explosions très superficielles à la base du dôme et qui ont été dirigées horizontalement. La plupart des éruptions, c'est dirigé verticalement. Observée depuis le littoral, la Grande Dame domine la côte Caraïbe. Autour d'elle, une multitude de trésors, comme ses anses accessibles uniquement en bateau, 2 îlets au large du Prêcheur, ou encore ses cavités rocheuses. Une immersion au plus près pour les 2 experts mandatés par l'UNESCO. Et c'est pour ça qu'on a organisé donc, cette session d'1 semaine, justement, avec ces experts et avec un certain nombre de spécialistes et puis ceux qui ont préparé le projet justement pour leur expliquer tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été vu et donc leur montrer le caractère universel donc, de nos biens. Le dossier, porté par la France, a toutes ses chances car ses richesses sont nombreuses. Un des points phares, hein, le rocher La Perle, l'île et la Perle, voilà, qui est on va dire un dôme volcanique, hein, au même titre que le rocher du Diamant et que nous avons donc sur la commune du Prêcheur. Nous avons des sites de nidification d'oiseaux,
bateau et avec tout un écosystème marin assez riche avec des récifs coralliens, des herbiers, des populations de poissons et des mammifères marins. Une visite d'une semaine pour placer définitivement la montagne Pelée et les pitons du Carbet parmi les joyaux incontestés de ce monde. Voilà, des monts martiniquais aux montagnes vosgiennes, cela ne vous a pas échappé, nous sommes en plein milieu des vacances scolaires. Alors je vous emmène maintenant prendre un grand bol d'air, car les massifs vosgiens ont visiblement la cote cette année, comme nous l'expliquent Louise Amouda, Anne Didier et Nicolas Brédard pour Vosges Télévisions sur place. Ils affluent depuis ce week-end, nouvelle preuve de l'attractivité de notre département. Ça y est, les vacances de la Toussaint ont commencé et sur le massif, comme ici à Gérardmer ce lundi, les touristes retrouvent les sentiers. Sur les hauteurs de la ville, ce jeune photographe et vidéaste est venu chercher la nature, la faune, la flore, me ressourcer, les bruits ambiants, dormir dans mon véhicule, mon van aménagé. Depuis mon enfance, en fait, je viens ici, du coup, je m'y retrouve en fait pour la photo, pour la créativité et mon inspiration tout simplement. D'autres se contentent de profiter de la météo très favorable et du grand air. Faire un peu de randonnée, voilà, prendre l'air un peu des Vosges et puis à visite à nos amis. Qu'est-ce que vous aimez dans le coin ? L'apéro chez mes amis. Non, les belles balades, la forêt, tout ça. Non, même si on vient de Haute-Savoie, c'est pas pareil. C'est pas la même montagne. On a la chance d'avoir un très beau temps. Et puis la région est magnifique. Le lac, la forêt, les promenades, enfin... C'est une ressource de vie, quoi. Côté logement, l'Office de tourisme de Gérardmer observe une hausse de la fréquentation pour la période des vacances. Plus de la moitié des meublés du secteur ont trouvé preneur, c'est 7% de plus qu'en 2019. Les hôtels sont quasiment pleins les week-ends et en semaine il y a pas mal de chambres. Et sur les meublés de tourisme, donc je disais au niveau de notre centrale de réservation, on est sur des taux supérieurs à l'an dernier, d'environ 2-3%. Selon les professionnels, la destination Vosges pourrait également profiter de la hausse du prix des carburants auprès d'une clientèle à la recherche d'un tourisme de proximité pas trop coûteux. Seule baisse l'affluence des touristes des pays voisins, il représentait cet été 25% des réservations contre 18% cet automne. Les perspectives hivernales, elles, sont encourageantes. L'Office de tourisme enregistre déjà des réservations pour les prochains mois. Et puis regardez ces images, non vous ne rêvez pas, c'est bien une écharpe de 3356 mètres qui a été tricotée par 1000 personnes pendant 2 ans, qui a été déployée sur le pont de Saint-Nazaire, comme vous le voyez sur ces images, prises par Béa Balti de Télénantes, nos confrères sur place. L'objectif, récolter des fonds pour le Téléthon et la recherche sur les maladies génétiques rares. Le Téléthon qui, rappelons-le, aura lieu le 3 décembre prochain. Voilà, après 4 jours de compétition, 15 épreuves, 350 km de course, le 5e e-rallye de Monte-Carlo s'est achevé le 24 octobre dernier par la victoire de 2 Français, Frédéric Lanzio et Nicolas Buot sur Volkswagen ID4. Un rallye où ne concourent que des voitures 100% électriques et hydrogène, dont vous voyez quelques images ici, signées Vanessa Dessy de Monaco Info. Nous avons tous de plus en plus conscience de la qualité de l'air que nous devons respirer pour mieux vivre. Eh bien, saviez-vous que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que celui de l'extérieur ? Explication d'Émilie Palka, ingénieure d'études chez ATMO, une association qui surveille la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine. Des propos recueillis par Bénédicte Dohain de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Les polluants en air intérieur, ça va être tout ce qui est mobilier, peinture, moquette, etc. Tout ça, ça va émettre des polluants. Il y a également les habitudes des occupants. Si les personnes fument, si on utilise des bougies, de l'encens par exemple. Tout ça, ça va apporter des polluants à l'intérieur du logement. Et puis quelques images dans ce journal de l'ouverture jeudi dernier à Médan dans les Yvelines de la maison d'Émile Zola, une réouverture après 10 ans de travaux. On peut voir le bureau de l'écrivain ici sur les images de Nicolas Dandry de TV78. Et puis juste à côté, toujours dans les Yvelines, a été inauguré un nouveau musée consacré à Alfred Dreyfus, cet ancien officier français de confession juive victime en 1894 d'une machination judiciaire. Voilà, on finit ce journal en musique, celle du Pacte gaulois, un film sorti l'année dernière. Son compositeur, le talentueux Julien Cuvilliers, que l'on voit sur ces images, de Brieux-Gorky pour la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, vient de décrocher le prix de la meilleure musique au concours
de la chaîne archéologique de Los Angeles. Écoutez cette musique. Voilà, quand la musique bretonne part à la conquête d'Hollywood. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes de la TNT en région et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.